passer la parole à Arthur Boudou. Voilà. Donc Arthur, si tu peux te présenter rapidement, Donc, la structure aussi, ouais, et puis après le projet. C'est ce qu'on va faire. Voilà, je m'appelle Arthur Boudou, je travaille comme il disait, en Belgique sur un projet Interreg, donc c'est des projets transfrontaliers et d'alimentation durable et inclusive. Donc voilà, je travaille dans un institut de promotion de la santé, donc c'est un institut public. Pour comparer à la France, c'est un peu au niveau départemental, je dirais. Et donc voilà, l'idée c'est de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé autant que possible, par plusieurs actions, de la mise à disposition de données déjà, que ce soit socio-sanitaire, scientifique, essayer de créer des outils d'intervention, de communication, mais aussi de l'appui méthodologique et de l'accompagnement de projets, des formations, enfin voilà, il y a une assez grande diversité de profils au sein de cette structure. Sur 3 thématiques, c'est le manger, bouger, respirer de manière générale. Donc ça c'est la structure dans laquelle je travaille. Pour revenir vraiment sur le projet, donc le projet c'est donc comme je disais un projet Interreg, donc en fait c'est entre la province du Hainaut, côté belge, et les Hauts-de-France en face. Et en fait l'idée c'était de 2016 à 2020, ça se finit là, ça se finit en mars 2020. L'idée c'était sur ces 4 ans essayer de créer une communauté transfrontalière de pratiques pour essayer de rapprocher et favoriser l'accès à l'alimentation pour tous. C'est l'idée de base. Donc voilà, il est porté par plein de partenaires, vu que c'est des, je ne sais pas si vous connaissez un peu les projets Interreg, mais c'est des assez grosses machines, il y a du monde qui travaille dessus, il y a 2 associations, il y a une communauté de communes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez trop, mais vous pouvez voir sur la petite carte, tous les petits trucs verts, blancs, pardon, c'est les différents partenariats qui ont participé. Il y a le département du Nord côté français, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un travail partenarial et l'objectif c'est d'interroger les conditions d'accessibilité à l'alimentation durable pour des publics qu'on dirait en difficulté d'autonomie alimentaire. Voilà, donc comme je vous disais, c'est quelque chose d'assez gros, donc j'ai mis ça pour que vous peut-être compreniez un peu. Je vais passer 30 secondes dessus juste pour vous montrer c'est vraiment une grosse machine parce qu'il y a vraiment de la gestion de projet administratif, il y a de la communication. Et après, moi j'appartiens en fait au module 6 qui est de mettre en place des diagnostics de territoire, donc investir des territoires pilotes durant ce projet et en fait essayer de mettre en évidence ce qui se passe sur le territoire en termes d'alimentation durable et aussi de tout ce qui concerne le public en situation de vulnérabilité sur des projets alimentaires. Et en fait, ce module 6 permet de nourrir d'autres modules qui sont le 3 et le 4, où en fait le 3 c'est un module de formation où on formait des professionnels du social, et le module 4 c'est sur ça que je vais faire la suite de la présentation, sur des défis alimentation durable, donc c'est dans des ateliers cuisine, etc. Essayer d'apporter des notions de durabilité, ou en tout cas en discuter, essayer de mettre en évidence des choses dans ce sens-là. Le 5, voilà, je vous en parlerai peut-être à la fin si j'ai le temps, mais c'est essaimer, donc c'est tous les outils qui ont été créés sur le placement du projet pour essayer de diffuser un petit peu ce qui a été fait. Donc je passe un petit peu tout de suite donc, à ce que c'est une petite évaluation en fait qui concerne plus de 20 personnes qui a été effectuée sur les habitudes et comportements alimentaires durables au contexte de vulnérabilité. Donc je vous parlais des défis donc, qui sont des ateliers. En fait l'idée c'était de rencontrer dans des entretiens directifs les gens avant et après ces ateliers pour essayer de voir un petit peu s'il y a eu des changements ou s'ils avaient des avis différents. Voilà, est-ce que ça avait eu un impact sur leur manière de fonctionner. Donc voilà, déjà sur les quelques constats, donc déjà le prisme économique, c'est des personnes qui étaient volontaires pour aller dans les ateliers, donc qui avaient déjà une envie de quelque chose, donc ça, on peut peut-être voir ça un peu comme un biais, mais voilà, c'est des gens qui avaient envie de faire quelque chose, ou en tout cas je vous en parlerai après, des fois c'était pour des raisons de cohésion sociale, etc. Il y a déjà le prisme économique, donc bien sûr c'est la raison la plus souvent mise en avant, c'est une réalité parce qu'elle a été citée par toutes les personnes. Mais voilà, je nuance un petit peu ça parce que je pense que c'est pas uniquement lié à cette notion d'économie, puisqu'en fait on s'est rendu compte en discutant avec les gens qu'ils ne savaient pas quel était leur budget alimentaire. Ils n'avaient pas idée en fait de voilà, je consomme tant par mois pour manger, est-ce que j'ai réussi à définir quelque chose. Donc voilà, donc bien sûr c'est un frein, hein, comme je vous disais, mais voilà. Un autre truc dont je voulais vous parler en fait sur les constats, c'est l'entourage, l'influence de l'entourage. En fait, souvent, les personnes qui viennent à ce type d'atelier, c'est plutôt des femmes, plutôt mères d'enfants, etc.
qui en fait avaient des difficultés après à retranscrire à leur domicile. En fait, c'était une envie théorique, je dirais, de changement et de modification de son alimentation. Et en pratique, au niveau de la famille, les enfants, le mari, etc., sont plutôt des personnes qui étaient réfractaires au changement et qui n'avaient pas... voilà, les habitudes étaient très ancrées et n'avaient pas spécialement envie d'évoluer. Donc ça, c'est un petit constat qui a été mis en évidence. Et d'un autre côté, pour les personnes isolées, c'est une question de motivation. Cuisiner tout seul, chez soi. En fait, est-ce que l'envie est vraiment là pour continuer, je vais vous parler de quelques critères de durabilité qui étaient aussi présents dans ces entretiens. Donc, on a parlé un petit peu de l'approvisionnement. La grande distribution est vraiment plébiscitée par toutes ces personnes, d'un point de vue de l'accessibilité, de la réhabilité, de la facilité, et en fonction de ce qu'il y a aussi autour de chez soi. À côté de ça, il y a quand même une appréhension très positive des producteurs locaux et d'autres moyens d'approvisionnement, mais c'est encore quelque chose de théorique. Ces personnes étaient plutôt d'accord, trouvaient ça bien, mais dans les faits, n'appliquaient pas ces actions. Il y a juste un endroit, donc sur ma petite carte au tout début, tout au nord, c'est à côté de Dunkerque, c'est assez haut en France, c'était Audruy, donc une région, une petite ville, qui est très, très rurale et qui a un marché local qui est reconnu depuis toujours comme étant le supermarché d'Audruy, voilà. Et en fait là, tous les participants au défi qu'on a interrogé ont mis directement comme lieu d'approvisionnement cet endroit-là, ce marché. Et donc c'est encore lié, je dirais, au fait que c'est des habitudes et c'est ancré. Genre, lever au marché, c'est une habitude, je le fais, alors que si je consomme autrement, ça aura une différence. Donc voilà, après je pense qu'au-delà de ça, les critères de choix des personnes étaient assez, je dirais, en train de se modifier, même si bien sûr il y a le prix. Il y avait la qualité et la composition de ce qu'on achète et de ce qu'on consomme qui rentrait complètement en ligne de compte. Et une fois que les alternatives étaient, je dirais, explicitées, expliquées aux personnes et montrées qu'elles étaient disponibles et à proximité dans certains cas, elles étaient souvent utilisées. Ou en tout cas, il y avait souvent les personnes évoluaient dans le sens de dire « Ah bah je savais pas en fait qu'il y avait ça à côté de chez moi » et par habitude j'allais toujours au même endroit. Donc voilà. Un autre critère de durabilité, j'ai mis les enjeux environnementaux, mais c'est un petit peu des questions qui étaient liées au bio, aux pesticides, quelle est la vie des personnes sur tout ça. Et en fait, tout le monde trouve que le bio c'est bien, encore de manière théorique, et au final, en creusant, on se rend compte que les gens interrogés avaient plutôt tendance à avoir la pollution un peu partout. Dans l'idée, voilà, c'est pas parce qu'il y a un champ qui est bio là et un champ qui n'est pas bio, voilà, la pollution était quelque chose d'assez généralisé, et aussi en lien avec tout ce qui est la grande distribution, le fait qu'il y ait peut-être beaucoup de plastique qui entourait les aliments bio, etc. Ça a un peu perdu les gens et le label, il est un peu vu comme quelque chose de... Voilà, il y a une méfiance. Voilà, une méfiance et est-ce que c'est vraiment bio, est-ce que de toute façon la pollution est partout, enfin bref, voilà, c'est vraiment quelque chose qui je dirais pas tracasse, mais presque les gens au point de se demander un petit peu comment faire ces choix. Donc troisième point, un peu les effets et impacts des défis. Il y a quelques petites choses qui ont été mises en évidence. Je vous disais, c'était des ateliers cuisine, par exemple découverte des légumineuses, je dirais, il y avait des ateliers potagers, enfin plein de petites choses comme ça. Et en fait, il y a vraiment le prisme découverte, j'ai mis, qui est découverte de l'alimentation durable. Donc découvrir déjà les légumineuses et les protéines végétales lors des défis, découverte aussi de nouvelles associations des restes. Donc voilà, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai dans mon frigo, ce genre de choses, qui ont été vraiment... qui ont intéressé les gens. Et en fait, c'est dans le sens de dire aussi que l'alimentation, en fait, c'est un vecteur de curiosité. C'est, voilà, les gens, ils étaient là, ils avaient envie d'avoir des trucs et astuces pour diversifier leur quotidien, pour changer un petit peu leurs habitudes toujours les mêmes, voilà, travailler différemment. Après le gaspillage alimentaire, c'est une porte d'entrée qui était très fédératrice au niveau de ces personnes. Donc les raisons mises en évidence, c'est des raisons économiques et éthiques. Et donc voilà, le critère environnement n'a pas été vraiment relevé par les participants, mais c'est quand même, à la sortie des défis, le domaine qui a été le plus travaillé, où les personnes ont eu le plus envie de faire des choses, et c'est en lien avec le prisme de découverte que je vous disais précédemment, qui est de voilà, comment diversifier et modifier ce que se consomme, ou voilà, pas être dans une routine au niveau de l'alimentation.
Les consommations, juste vous faire un petit point sur les consommations de légumes, c'est vu par tout le monde comme la bonne alimentation, le bien manger, le gage d'une bonne alimentation pour la plupart des personnes. Et c'est le second domaine de changement qui a été identifié après justement ces petits défis, c'est vraiment l'argument santé, donc consommer des légumes pour être en bonne santé, parce que tout le monde, même si c'est dans un contexte de vulnérabilité, a envie d'être en bonne santé. Et donc voilà, c'est encore lié aux nouvelles manières d'accommoder les légumes qui ont été apprises dans ce cadre-là. Donc voilà, donc juste vous dire, il y a deux points un peu forts dedans, je dirais que c'est quand même le poids de l'habitude, les difficultés à modifier ses comportements parce qu'on est ancré, on fonctionne comme ça, on a l'habitude de fonctionner comme ça, et l'influence de l'entourage qui est quand même, comme je le disais tout à l'heure, revenue de manière assez prégnante. Voilà, de rentrer à la maison en disant je vais vous faire ça aujourd'hui, je vais changer un petit peu des habitudes, et qu'en fait la réponse de la famille ou la réponse de l'entourage, elle est pas vraiment présente. Donc voilà, ces défis en fait, pour conclure un petit peu, c'est une étape dans un processus, je dirais, donc les gens doivent, il faut sensibiliser les personnes, il faut sensibiliser le public et concrétiser l'action par ce genre d'activité, je pense. Après, voilà, c'est des actions qui doivent être prolongées dans le temps parce qu'on parle justement d'habitudes et de choses ancrées. Il faut que ça soit sur le long terme. Ce qui est chouette, c'est qu'à la demande de certains participants, il y a des activités qui ont perduré justement. Il y a un groupe de personnes qui a créé un groupe d'achat collectif dans ce cadre-là, par exemple, parce qu'ils avaient justement envie d'aller dans un sens de modification de leurs habitudes. Voilà. Donc voilà, c'est une petite évaluation dans le cadre de notre projet. Je vous dis, c'est une vingtaine de personnes, donc je pense que c'est des notions qui sont à creuser, hein, c'est pas la vérité toute faite, mais voilà, c'est à approfondir et à réfléchir, mais voilà, c'est des petits constats sur la représentation de l'alimentation vis-à-vis des personnes. Voilà, je ne sais pas si je peux continuer ou si je m'arrête. 4 minutes. Donc voilà, cette petite évaluation, moi il y a autre chose, un petit peu ce que je fais dans mon travail de tous les jours et dont je vais vous parler, c'est en gros, vous parlez de Tournai, c'est une ville en Belgique sur laquelle j'ai travaillé, et l'idée c'est de, vu que comme je vous disais, c'est des grosses machines, les projets européens qui durent 4 ans et ça se finit en mars 2020, en gros en mars 2020, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, les gens en CDD s'en vont, et voilà, je veux dire, c'est vraiment des gros blocs, et l'idée c'est de réfléchir à une pérennisation et à comment, sur ces 4 ans parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources qui ont été produites et tout, comment accompagner les territoires sans ressources de tels projets. Et donc, moi ce que je fais, c'est en fait, c'est des diagnostics de territoire, donc c'est vraiment faire une image d'une situation à un moment donné pour une ville, donc là l'exemple de Tournai, mais c'est de rencontrer en fait, par des entretiens, tous les secteurs, donc que ce soit le secteur communal, politique, je dirais, que ce soit le secteur citoyen qui a envie de transition et qui est dans des initiatives, que ce soit aussi le secteur social avec les travailleurs sociaux. Et donc voilà, pour moi c'est important de travailler de cette manière pour un peu accrocher toutes les personnes du territoire et en fait être attentif à maintenir ces actions dans le temps. Parce que sinon c'est des one-shot, on fait une activité par-ci par-là, c'est sympa mais ça va pas plus loin. Donc voilà, pour moi il faut comprendre le territoire et cette dynamique, trouver des relais territoriaux, identifier des personnes et un peu comme aujourd'hui, une des étapes c'est d'organiser un événement en fait, d'organiser un événement où toutes les personnes sont invitées, peu importe leur strate et leur niveau au niveau de la ville, et d'avoir une forme de transversalité et de faire des personnes se rencontrer. Par exemple, des citoyens qui ont envie de transition ne vont pas discuter de base avec un politique, un adjoint de l'environnement par exemple, alors que c'est dans ce genre de rencontre qu'il y a du réseautage, dans le sens positif du terme, et qui permet un peu de connaître un petit peu plus son territoire, de connaître le profil des gens, et de mettre un petit peu tous les secteurs et tous les acteurs au même niveau, voilà, pour les mobiliser, pour les faire se rencontrer. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment faire des ponts, du réseautage, c'est créer, comprendre les réseaux qui sont présents et essayer d'en créer. Voilà. Juste pour terminer, donc comme je vous disais, sur 4 années de projet, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, et donc il y a quand même beaucoup d'outils et de ressources qui reposent sur ces 4 années d'expérience. Et donc voilà, je ne vais pas vous faire l'article du tout, mais on a des vidéos qui ont été créées, on a une plateforme en ligne, on a des kits défis, donc justement tous ces petits défis que je vous parlais qui ont été mis voilà, dans des classeurs, etc., au lieu de regrouper, etc. On a un MOOC qui est en création, et on a aussi des plaidoyers. C'est encore une fois dans l'idée d'agir un peu à tous les niveaux, parce que les kits défis, ça va concerner les travailleurs sociaux, alors que par exemple on a fait des plaidoyers sur comment engager mon territoire pour l'alimentation durable inclusive, et c'est des choses qui vont en fait concerner plus le secteur politique.
Voilà. Juste à titre d'information, il y a une table de doc, vous avez vu, hein, près de l'amphithéâtre, et Arthur a posé quelques documents. Ouais. Par exemple, j'ai mis il y a des petits livres de recettes. En fait, c'est issu des kits défis. Il y a des recettes qui ont été créées avec les personnes et il y a eu création de petits livres de recettes comme ça, par exemple. C'est un exemple. Et c'est pareil pour Accessible, on a des documents en ligne. Voilà. Et donc voilà, donc je vous mets notre site adeline.be parce que donc vous avez une partie outils qui regroupe vraiment tout ça. Tout est téléchargeable gratuitement, tout est en PDF. Il y a plein de petits guides de recommandations. L'idée c'était d'essayer de faire des trucs assez courts, c'est sur 3-4 pages, voilà. Et si j'ai envie d'agir dans il y a notamment l'étude entrée-sortie des voilà. gens qui ont été. Moi je l'ai lu et je trouve ça intéressant. C'est voilà, pour ça que j'ai poussé à ce qu'il y ait une institution. Bien sûr. Mais voilà, pour vous dire qu'en gros, c'est un peu agir à tous les niveaux, en tout cas essayer. Et donc voilà, c'est des outils accessibles et encore une fois, même si en mars 2020 ça s'arrête, pour moi c'est des outils qui ont été construits dans le temps, qui ont été faits avec des personnes souvent. C'est des démarches de développement local.